Vincent Delieuvin, je suis l'un des commissaires de l'exposition, avec Louis Franck, qui est ce soir présent aussi. Et nous sommes ravis, au nom du Musée du Louvre, de l'Auditorium, de vous accueillir pour la première conférence de ce cycle qui accompagne l'exposition Léonard de Vinci. Et nous avons essayé d'inviter les plus éminents spécialistes de Léonard de Vinci sur des questions qui permettent des développements à partir des œuvres qui sont présentées dans l'exposition, des thèmes importants dans la vie de Léonard de Vinci. Et notamment ce soir, nous avons donc la chance d'inaugurer ce cycle avec la présence de Domenico Lorenza, qui est professeur au Trinity College à Dublin, qui a enseigné dans de nombreuses universités, en Italie bien sûr, à Sienne ou à Florence, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à New York notamment. C'est à la base un docteur en histoire des sciences, et donc évidemment en s'intéressant à la relation entre art et science, il ne pouvait que s'intéresser à Léonard de Vinci, comme vous le savez tous. Et il a travaillé notamment sur la question du vol, et surtout, il est très réputé parmi les spécialistes de Léonard de Vinci pour ses travaux sur l'anatomie. Et je vous conseille d'ailleurs l'excellent ouvrage traduit en français, Léonard de Vinci, Anatomie, que vous pouvez trouver à la librairie du Louvre, s'il n'a pas été dévalisé encore. Et le Domenico Lorenza poursuit bien sûr ses travaux sur Léonard de Vinci, différents aspects, notamment dernièrement, il s'est intéressé beaucoup au Codex Leicester, dont vous pouvez voir 2 feuilles qui sont présentées dans l'exposition. Vous savez notamment la très belle feuille avec la lumière cendrée de la Lune. Il a publié le premier volume d'un vaste travail sur ce codex, et je sais qu'il va travailler aussi sur d'autres manuscrits, notamment ceux de l'Institut de France. Alors nous le remercions beaucoup pour sa présence ce soir et d'inaugurer ce beau cycle de conférences avec un des points essentiels, un thème essentiel qui est celui de la science de la peinture de Léonard de Vinci. Merci beaucoup. Grazie. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie, Vincent. Merci Vincent de cette très belle présentation et pour cette exposition dont je sors. C'est un événement remarquable, magnifique. C'est une exposition tout à fait complète, un événement extrêmement rare qui va vous permettre d'apprécier les œuvres artistiques et scientifiques de Léonard. Donc véritablement, félicitations, c'est une exposition, je le répète, remarquable. Et permettez-moi, avant d'entamer cette conférence, de remercier le directeur du Louvre, Monsieur Jean-Luc Martinez, Vincent Delieuvin également, et Louis Franck, pour différentes raisons. Alors la première raison, c'est naturellement cette invitation à vous donner cette lecture dans un lieu aussi prestigieux. Les remercier également de m'avoir permis de participer, de visiter cette extraordinaire exposition, mais également pour cette attention et ce regard que porte depuis toujours le Louvre sur Léonard. Des recherches, des restaurations, des expositions se sont succédées. Je pense que parmi les institutions non italiennes, le Louvre est probablement le lieu où on ressent cette présence presque physique et encore vivante de Léonard. Donc je vous remercie de cœur, je remercie Valentina Brochet, je remercie Monica Preti de leur aide tout à fait précieuse lors de la préparation de cette conférence. Mais commençons d'entrée de jeu, d'emblée, ce périple, ce voyage dans l'univers de Léonard et plus particulièrement dans cette étude de Léonard entre les sciences et l'art, entre la géologie et l'anatomie. Alors commençons par l'anatomie, qui est l'anatomie et ce que l'on appelle aujourd'hui la géologie sont probablement les 2 champs dans lesquels l'artiste savant Léonard de Vinci, homme de science, a également obtenu les plus remarquables résultats. Regardez certaines pages de ces manuscrits d'anatomie à votre gauche et les études de géologie à votre droite. Vous savez, nous sommes également face à des exemples qui sont extrêmement novateurs d'études scientifiques et d'études sur la nature. Ce sont des études qui ont été réalisées par un grand artiste, des plus grands artistes occidentaux, qui a également fait souffler de manière déterminante un vent de renouveau sur l'art de la Renaissance. Vous savez, dans le domaine artistique, il y a 2 champs
de productions qui ont véritablement été touchées par ce vent. C'est la représentation de la figure humaine, mais également la représentation du paysage, de domaines artistiques qui finalement correspondent aux deux champs les plus innovants et innovateurs de la science léonardienne, c'est-à-dire l'anatomie et la géologie. Par exemple, ce qui a toujours frappé dans ce tableau de la Joconde, c'est cette animation, ce fameux sourire de la Joconde, de ce personnage, de cette figure humaine, mais également, d'autre part, c'est la représentation tout aussi animée du paysage qui est sillonné par l'eau, qui est emmitouflé de brume, d'éléments naturels véritablement animés entre eux de métamorphoses dynamiques. Il y a des liens, des connexions, comme je les appelle, qui unissent ces champs. Vous savez, la formation artistique de Léonard fut l'approche de son étude scientifique du corps de l'homme et du corps de la terre, les études anatomiques et géologiques dont j'ai parlé. Alors cette étude plus scientifique, à un certain moment, va influencer son art, mais en parallèle, il existe également d'autres liens intrinsèques qui pénètrent vraiment ses recherches scientifiques. D'ailleurs, nous allons voir de quelle manière l'anatomie va influencer ses recherches géologiques. Vous savez, une bonne partie de cette conférence sera consacrée à l'analyse de ces interactions complexes entre l'art et la science. Mais partons et commençons par l'anatomie qui, dans la chronologie des recherches de Léonard, précède la géologie. Alors, comment et pourquoi un artiste se transforma-t-il en anatomiste pur et dur, allant jusqu'à toucher des éléments de l'anatomie sans lien apparent avec leur vocation artistique initiale? Mais quelle relation y a-t-il eu entre la recherche anatomique de Léonard et son art? Léonard, le jeune Léonard, se forme à Florence dans l'atelier du Verrocchio, qui est l'un des ateliers les plus prolifiques de cette Florence du Quattrocento. Alors vous savez, il y a un concept qui unit et qui rapproche Verrocchio et d'autres artistes et ingénieurs de son temps, un concept d'ailleurs que Léonard va développer comme personne après lui, avant lui, c'est ce concept de mimésis, l'imitation radicale de la nature dans l'art. Alors, en ce qui concerne la représentation du corps humain dans l'art, la mimésie radicale de la nature signifiait, si vous voulez, en comprendre les causes intrinsèques, intérieures, anatomiques de la forme extérieure du corps dans sa représentation artistique. Contrairement aux grands maîtres flamands du nord de l'Europe, Léonard et d'autres artistes italiens contemporains définissent la figure humaine dans l'art en partant, si vous voulez, de l'intérieur, des éléments anatomiques. Les théoriciens de l'art auraient appelé ce processus de représentation, mais également ce processus mental, compositio. Tout d'abord les os, ensuite les muscles, et puis l'enveloppe corporelle. Regardez ce dessin qui est l'un des premières études anatomiques de Léonard. Eh bien, c'est un exemple de compositio. Il est appliqué à la jambe et au bras. Léonard représente le squelette de la branche, de la jambe, et du bras. Vous voyez ces deux squelettes, la jambe et le bras. Et vous voyez qu'à côté, dans cet exemple de compositio, vous avez la jambe et le bras, où vous avez le squelette revêtu, recouvert des tissus mous. C'est ça, la composition. C'est-à-dire qu'on part du squelette et on recouvre le corps en couches multiples pour arriver justement à la représentation extérieure. Cette étude des os, des muscles, des nerfs qui sont à la base du mouvement de pronation et de supination de la main et de l'avant-bras. Et regardez à droite, vous voyez un détail qui est tiré de cette composition antérieure. Donc cette étude anatomique du mouvement de pronation et de supination de la main et de l'avant-bras
est également le fondement anatomique qui permet d'avoir une représentation artistique précise de ce mouvement extrêmement complexe, de la main par exemple, du poignet, de la Vierge dans ce chef-d'œuvre artistique de la Vierge au rocher que l'on peut admirer au Louvre. Cette étude anatomique rentre dans un cadre bien précis, celui de l'anatomie artistique. Léonard n'est pas le seul artiste dans cette Florence du Quattrocento qui s'intéresse à l'anatomie del Pollaiolo, qui lui aussi possède un atelier très prolifique et productif, étudie lui aussi la musculature superficielle du corps pour obtenir une représentation la plus fidèle possible du nu, et il métamorphose, il transfigure le fruit de ses études dans des dessins qui feront école et qui seront donc copiés par d'autres artistes et qui deviendront de véritables canons de l'anatomie artistique du XVe siècle. Par exemple, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la positura, c'est-à-dire la posture montrée par Pollaiolo pour montrer les muscles du cou, va influencer deux dessins anatomiques de Leonardo. Donc, en ce qui concerne ce qu'on appelle vraiment la positura, mais qui est vraiment cette posture, est la meilleure manière de représenter justement l'anatomie. Ces dessins d'anatomie artistique de Léonard ou de Pollaiolo sont, d'un point de vue visuel, beaucoup plus évolués, beaucoup plus avancés. Ils vont beaucoup plus loin que les planches d'anatomie, que les médecins, que les scientifiques et les savants réalisaient à l'époque. Mais regardez cet exemple pour confirmer mes propos. Ces deux représentations tirées de textes de médecine de la même époque nous expliquent la phlébotomie, c'est-à-dire une saignée thérapeutique qui est pratiquée dans une veine, de façon justement à permettre une évacuation sanguine, donc dans un dessin thérapeutique. Alors, regardez ces deux illustrations. Elles ne possèdent aucun renseignement, aucune indication sur le cheminement de la veine, sur les veines à inciser. Des indications qui, en revanche, sont mentionnées sur ce dessin d'anatomie de Léonard. Alors, ce dessin est très important parce que, d'ailleurs, je l'ai proposé récemment. Il semblerait que ce dessin soit un dessin des années de la jeunesse de Léonard à Florence. Et il témoigne donc de la curiosité et de l'intérêt très précoce de Léonard pour l'anatomie scientifique. Donc il était déjà à Florence. Alors les chercheurs datent ce dessin de l'époque milanaise de Léonard. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il remonte à la jeunesse de Léonard à Florence quand il était chez Verrocchio. Vous voyez que les organes représentaient les veines, les artères, le cœur, le foie et d'autres viscères, comme on les appelait à l'époque, ne sont pas très prisés par les artistes anatomistes de l'époque qui, en général, vous l'avez vu, se limitent aux muscles, aux os, aux squelettes et, disons, à la surface du corps, de l'appareil digestif au corps, du système respiratoire à la circulation sanguine, de l'embryologie au cerveau, aux nerfs. L'artiste Léonard touchera tous les domaines de l'anatomie, comme un médecin, comme un anatomiste de métier. Léonard, l'artiste Léonard, a une ambition très claire, un dessin très précis. Il veut refonder, renouveler l'anatomie en tant que science. Une ambition qui mesure toute la distance de cet artiste, par rapport à son époque. Dans notre monde contemporain hyper spécialisé, il serait tout bonnement impensable qu'un artiste nourrisse l'ambition de refonder une science. À l'époque de Léonard, une très grande perméabilité existait entre les savoirs empiriques, artistiques, techniques d'un côté et les savoirs théoriques de l'autre, existait à l'époque de Léonard. Plus tard, à partir du XVIIe siècle, eh bien, cela va contribuer de manière déterminante à ce que l'on appelle généralement la révolution scientifique. Léonard y contribuera. Léonard est l'auteur de plusieurs découvertes anatomiques. Il découvrira par exemple que le cœur est un muscle formé de 4 cavités et non pas 2. Et regardez ce dessin qui décrit très clairement non seulement les ventricules que vous voyez en bas, vous voyez les cavités ventriculaires, mais voyez également en haut les cavités auriculaires. Vous voyez, c'est un dessin dynamique qui représente les mouvements justement des cavités du cœur. Donc ce sont des découvertes scientifiques à tous les égards. Ces recherches de plus en plus scientifiques chez Léonard entretiennent des étroits liens
avec son art. Pourquoi? Mais tout d'abord parce que sa formation d'artiste lui permet d'exécuter des illustrations extrêmement sophistiquées, véritablement sans égal dans l'histoire de l'illustration anatomique et qui, en raison de leur complexité, ne furent jamais publiées. C'est une des raisons pour lesquelles Léonard n'a jamais publié ses manuscrits anatomiques, parce qu'ils étaient beaucoup trop compliqués. Des dessins d'après-dissection, comme celui que vous voyez à droite, c'est-à-dire qu'il représente le corps, tel que vous le voyez pendant une dissection, des dessins de reconstruction, comme celui du centre, où il représente plusieurs parties de l'anatomie. C'est une espèce de reconstitution après une dissection, et puis vous avez également des vues en éclaté, comme vous voyez à droite, une vision en éclaté de la thèse. C'est-à-dire que nous sommes finalement face à des illustrations extrêmement abouties, extrêmement raffinées pour l'époque, et nous sommes face à ce cas unique, c'est-à-dire celui d'un anatomiste qui est aussi le ou l'un des plus grands dessinateurs de l'art en Occident. Et donc c'est véritablement un cas unique et exceptionnel. L'art, au travers du dessin, a donc influencé la recherche anatomique de Léonard, lui offrant un langage du dessin, un langage des représentations. Mais vous savez, cette relation offre également une lecture inversée, dans la mesure où la science, l'anatomie a fortement influencé la représentation de la figure humaine dans l'art, une évolution qui, au cours de la carrière de Léonard, se fera de plus en plus fine, plus profonde, en prenant de plus en plus de distance par rapport à l'anatomie artistique traditionnelle. En d'autres termes, Léonard n'est pas Michel-Ange. Michel-Ange, on le sait, a lui aussi réalisé des dissections anatomiques, mais il ne s'est intéressé qu'aux muscles, parfois au squelette, dans le but d'une représentation la plus fidèle possible du nu dans l'art. Et comme en témoignent ces très rares dessins véritablement anatomiques, je parle de Michel-Ange, eh bien, Michel-Ange passe, pour ainsi dire, sans transition de la table de dissection au dessin et à l'invention artistique du nu, sans aucune velléité scientifique. Et avec Michel-Ange, l'anatomie artistique atteint son apogée. Chez Léonard, en revanche, le rapport entre l'anatomie et l'art est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond. Alors, dans sa phase initiale, il épouse les canons de l'anatomie artistique, comme on l'a vu dans l'exemple de la Vierge au rocher. On a mis en parallèle ces deux dessins. Mais bien vite, cependant, Léonard franchit cette ligne de crête de l'anatomie artistique. Pourquoi? Eh bien, il part d'un dessin. Dans les années immédiatement postérieures à la réalisation de la Vierge au rocher, regardez ce portrait de la dame à l'Hermine. Et ce qui nous frappe, ce sont les résonances et les ressemblances entre la dame et l'animal qu'elle tient dans ses bras. Tous les deux sont animés par ce qu'on appelle un moto mental, et c'est ce que disait Léonard, c'est-à-dire un mouvement de l'esprit, en ayant justement cette attention tournée dans la même direction, vers quelque chose ou quelqu'un qui a surgi de manière inopinée. Cette forme un petit peu effilée et pointue de la tête de la dame rappelle celle de l'Hermine, tout comme la main droite de la dame rappelle un petit peu la petite patte gauche de l'Hermine. Autant d'analogies qui annoncent l'un des premiers exemples de ce que je vais appeler une métamorphose, une transfiguration artistique d'un aspect fondamental de la recherche anatomique de Léonard, l'étude des analogies morphologique et psychologie entre homme et animal. Cette tendance qu'a Léonard à étudier l'homme en contiguïté et en continuité avec le monde animal, un ensemble d'études anatomiques dont je vais vous montrer très rapidement quelques exemples, mais qui va bien au-delà de l'anatomie artistique telle qu'elle se pratiquait à son époque. Léonard définit l'intelletto umano, c'est-à-dire la raison et l'esprit humain,
commun comme un sensus communis, le sens des sens. Et il localise justement ce sens commun dans le crâne. Et regardez, il y a d'ailleurs un de ces dessins que vous pouvez admirer en visitant l'exposition. Alors, dans la tradition psychologique classique et scolastique, le sens commun, comme l'appelait Léonard, n'était qu'un stade intermédiaire d'élaboration des stimuli sensoriels et faisait partie intégrante de ce qu'on appelait alors l'âme sensitive, qui était présente tant chez l'homme que chez l'animal. Ce que fait Léonard, c'est-à-dire qu'il définit la raison, ce qu'il appelle l'intellect et l'esprit humain, ça signifiait qu'il pouvait mettre en avant les composantes sensitives de la raison humaine qu'il rapprochait de la raison de l'animal. Et ça, c'est un des premiers exemples de cette tendance qu'a Léonard d'étudier l'homme en lien avec l'animal. Parallèlement à ses études de crâne, Léonard étudie également la physiognomonie et se concentre sur des morphologies crâniennes anormales, comme sur ce dessin que vous voyez à droite, en analysant notamment, vous voyez sur ce dessin, deux types qu'il appelle psychosomatiques et qui sont opposés. L'un est caractérisé par cette bosse frontale et une expression, j'ai envie de dire, une expression, regardez-le à gauche, cette bosse frontale, très évidente, qui est un crâne anormal. Vous voyez cette prognathie de la mâchoire, et vous voyez, il y a cette expression enragée, irascible. Et l'autre, en revanche, a ce front et ce menton fuyant. Vous voyez ces deux types. Donc cette physiognomonie, c'est-à-dire l'étude du tempérament et du caractère d'une personne à partir de la forme du corps, et en particulier de la forme de la tête, avait vu naissance en Grèce antique, dans le cadre de la tradition aristotélicienne. Et parmi ces méthodes, il y avait justement cette analogie entre l'homme et l'animal. Dans les dessins, vous voyez, à gauche, le type irascible, fâché, et cette bosse frontale le met en lien avec le lion, alors que l'autre, plus flegmatique, plus mélancolique, renvoie au mouton. Alors, Léonard relie justement la physiognomonie à l'anatomie. Nous avons vu qu'il y avait ce lien avec les études de crâne et place cette étude psychosomatique à la base de la représentation artistique de ce qu'il définit les fameux moti mentali, c'est-à-dire les mouvements de l'esprit, les mouvements émotionnels, évolutifs et volontaires et évolutifs du corps. Je vais vous présenter deux expressions artistiques de cette connexion. La scène réalisée autour de 1495 et la bataille d'Anghiari, peinte entre 1503 et 1505. Elle est postérieure. Donc dans la scène, regardez, chaque apôtre va réagir à cette annonce de la trahison formulée par Jésus par des traits, des gestes émotionnels différents basés sur leur tempérament, sur leur caractère. Léonard a réalisé une recherche à cheval entre la tradition hagiographique et physiognomique. Par exemple, Jean, l'apôtre Jean, qui traditionnellement est décrit comme un personnage doux et mélancolique est juste à côté de Pierre, bien souvent dans la tradition hagiographique est décrit comme quelqu'un d'irascible. Cette juxtaposition renvoie aux comparaisons morphopsychologiques entre le type mélancolique et irascible, et qui est à la base justement des oppositions et de la réaction opposée de ces deux apôtres. Regardez, Jean réagit aux paroles du Christ de manière mélancolique en baissant la tête, alors que Pierre réagit par cet accès de colère. Regardez, on les voit et on le voit dans cette juxtaposition. Vous voyez le couteau qu'il a entre les mains, et vous voyez que c'est la réaction d'un irascible, alors que Jean exprime véritablement une réaction complètement opposée. La métamorphose ou la transfiguration ou la transposition artistique de la recherche anatomique complexe et de la recherche psychosomatique complexe de Léonard atteint son paroxysme dans ce chef-d'œuvre dont n'ont survécu que des copies. La bataille d'Anghiari, une peinture murale
qui était destinée à la salle du Grand Conseil du Palazzo Vecchio à Florence du XVIe siècle. C'est une des plus belles copies, d'ailleurs, que vous pouvez là aussi voir dans cette exposition du Louvre. À l'exposition de la bataille d'Anghiari, Léonard réalise des dissections anatomiques et des études de physiognomonie. Il découvre, à l'occasion de ces dissections, que le cœur est un muscle. Alors, regardez le dessin de la partie basse représente le cœur ouvert, donc cette dissection, et voyez les muscles papillaires qui sont parmi les plus puissants de l'endocarde. Et Léonard conclut que le cœur, puisqu'il est un muscle, ça ce sont ses notes qui accompagnent ces dessins, il conclut donc que le cœur étant un muscle génère les esprits et la chaleur naturelle, c'est-à-dire les facteurs qui sont à la base de la vie selon la physiologie de l'époque. En d'autres termes, et c'est Léonard qui le dit, la vie n'est qu'une question de force. La force qui semble également au centre et au cœur de ces études physiognomiques de la même époque, comme celui-ci. Voyez le type humain léonin, tel qu'il l'appelle, cette expression de force et de courroux contenu qui rappelle le lion. Vous le voyez d'ailleurs sur l'épaule de ce personnage. Donc vous voyez ce lion, donc mais il n'y a pas que le lion, mais il y a également la chevelure épaisse qui évoque la crinière du lion. De la même manière d'ailleurs que cette bosse frontale. Durant ces années, Léonard se concentre aussi sur ses études d'anatomie comparée, en comparant, vous voyez, les membres des chevaux et des humains. Alors vous voyez, là, il y a les membres postérieurs d'un cheval et à côté vous avez les jambes d'un homme. Et regardez, c'est curieux parce que il représente l'homme sur la pointe des pieds, comme si c'était un sprinter, justement pour essayer de mettre véritablement toute la lumière sur cette analogie qu'il y a entre les membres du cheval et les membres de l'homme. Il réalise également à la même époque des études de psychologie comparée. Regardez ce profil de l'homme, regardez la tête du lion et la tête du cheval. Ils sont tous bouleversés par cette émotion de férocité, de rage, de colère. Donc on a de la psychologie comparée qui met en parallèle l'homme et l'animal. Revenons à la bataille d'Anghiari, qui est également la transposition artistique de toute cette recherche anatomique où prévaut ce parallèle, cette comparaison homme-animal. Regardez les combattants mous par un courroux et par la fureur, la férocité, la brutalité, des expressions animalesques. Regardez, l'un se contorsionne comme la pieuvre qui est représentée sur son armure. Vous voyez comme il se contorsionne, comme la pieuvre qu'il porte sur son armure. D'ailleurs, à l'exposition, vous allez voir cette peinture où justement ce détail est encore plus évident que sur ce dessin. Et puis vous avez un autre combattant en bas. Regardez, il marche à quatre pattes, un petit peu comme un animal, comme un animal. Donc vous voyez que ces hommes, ces soldats, semblent presque réduits à l'état de bestialité. Et d'ailleurs, Léonard en parle en disant c'est une pazzia bestialissima, une folie bestialissime. Il en parle dans son traité de la peinture en disant que la guerre était une folie bestialissime, quelque chose qui transformait l'homme en bête sauvage. La recherche anatomique de Léonard se poursuivra bien longtemps après son second séjour florentin, s'enrichissant de chapitres fondamentaux allant d'études d'embryologie à des études sur les muscles, le squelette que l'on voit dans l'anatomie, et qu'on voit d'ailleurs à l'exposition, à des études tardives sur le mouvement du sang dans les cavités du cœur. Est-ce que le résultat de ces recherches anatomiques tardives se répercute sur ses inventions artistiques? Oui, en partie. Mais j'ai toutefois la sensation que la bataille d'Anghiari est véritablement le point d'orgue de ce rapport entre l'anatomie et l'art chez Léonard. Alors, non pas parce que sa démarche unitaire, artistique, scientifique, de l'étude de la représentation du corps de l'homme et de l'animal et du corps de la nature se soit enlisée, mais non, bien au contraire, elle se fait plus profonde, elle se fait plus
globale dans ces années essentielles. Mais pour mieux comprendre cette transition, eh bien, nous allons devoir aborder un autre sujet central de cette conférence, à savoir l'étude du corps de la Terre et le manuscrit qui représente véritablement la quintessence de cette étude du code de la Terre, le code Lester. Dès 2011, j'ai participé un travail de recherche promu par la fondation de Bill Gates, le propriétaire du manuscrit. C'est un travail d'étude que j'ai mené en collaboration avec l'historien de l'art, spécialiste de Léonard, Martin Kemp et Curtis Wang, qui est le principal chercheur de la Microsoft Research. Alors, cette recherche portait sur la réalisation d'une plateforme numérique de présentation du codex Lester à l'occasion d'expositions ou d'ailleurs sur Internet. Vous allez pouvoir bientôt les consulter sur Internet. Donc, ce travail de recherche a également porté à la préparation d'une nouvelle édition critique publiée par la Oxford University Press. L'édition en 4 volumes inclut notamment une nouvelle transcription du texte de Léonard que nous avons pu restaurer grâce à on a pu restaurer des textes endommagés grâce à l'utilisation croisée de la lumière ultraviolette sur microscope et puis l'utilisation de ces copies anciennes fortement endommagées. Vous voyez, bien souvent, l'écriture est complètement endommagée, donc il est extrêmement difficile de la lire. Et donc, dans le cadre de cette nouvelle édition, on a pu, avec une grande certitude, restaurer justement ces écrits extrêmement endommagés. L'analyse a mis au jour également des dessins inconnus que Léonard a gravés à la pointe d'argent sans les repasser à la plume et à l'encre comme ça se faisait. Regardez tout ce qui est en noir. Ce sont justement ces dessins que Léonard n'a pas repassés à l'encre, à la plume, et qu'il a simplement gravés à la pointe d'argent. L'édition renferme une série d'essais sur le contenu du codex, notamment sur la géologie et l'histoire du codex après Léonard. À cet égard, la découverte de plusieurs copies manuscrites du codex réalisées au XVIIIe siècle, dont certaines sont enrichies de dessins d'excellente qualité, vous les voyez à l'écran, a permis de briser un mythe selon lequel les écrits de Léonard, à l'exception du traité de la peinture, n'auraient pas circulé avant les éditions modernes imprimées. C'est tout à fait faux. Alors là, vous avez l'original de Léonard et là, vous avez cette copie réalisée à Florence au début du XVIIIe siècle. Donc, toutes ces copies, il y en a 9 au moins connues. En tout cas, moi, j'en ai retrouvé 9 qui prouvent que ce codex circulait et que les idées de Léonard, finalement, ont un petit peu fertilisé, ont pu être, disons, circulé bien avant la première publication des manuscrits qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle, donc très tardivement. L'un des thèmes centraux du codex Lester, comme je vous l'ai dit, est la géologie. Alors, l'image qu'on voit surgir du codex, c'est cette terre qui possède une histoire, un début, une fin, et puis entre les deux, une évolution constante. On y voit la représentation d'un corps qui est un petit peu à l'image du corps humain ou du corps de l'animal, subit des processus de création, d'altération, de corruption. Et comme le corps de l'homme, comme le corps de l'humain, doit être étudié dans ses parties liquides et solides, les rochers, l'eau. Donc cette vision historique et anatomique de la Terre, qui semble évidente pour nous modernes, était tout à fait novatrice à l'époque. Des siècles durant, l'idée a prévalu d'une terre sans début ni fin, donc une terre sans histoire, une terre soumise uniquement à une évolution superficielle ou à des régénérations périodiques immuables. Il y avait également à l'époque la vision d'une histoire divine marquée par un événement unique, le déluge universel, juste après la création. Mais
Comment et pourquoi un artiste s'est-il intéressé à ces sujets scientifiques, ou pour employer les termes de l'époque, parce qu'à l'époque on ne parlait pas de science, on parlait de philosophie naturelle. Et pourquoi élabora-t-il une théorie aussi innovante de la Terre? Eh bien, comme nous l'avons vu pour les études anatomiques, dans ce cas aussi, la réponse doit être recherchée dans la formation artistique et technologique de Léonard, en lien avec le contexte historique particulier de l'époque. Attention, Léonard n'est pas un génie perdu au milieu du désert, sans lien avec son environnement. La représentation du paysage dans l'art fut certainement un élément déclencheur de ses études géologiques, et nous verrons à la fin, ça l'influencera. Mais à mon avis, la motivation plus ancrée et moins évidente à opérer. Cette motivation, je vais vous l'expliquer, parce que d'autres artistes qui, à la charnière du XVIe et XVIIe siècle, se sont intéressés à la géologie en écrivant des traités. Le céramiste français du XVIe, Bernard Palissy, ou le peintre sicilien du XVIIe siècle, Augustin Sylla, n'ont pas peint de paysages. C'était des artistes qui, comme Léonard, ont rédigé des traités de géologie. Mais il y a un point commun entre ces artistes passionnés de géologie. Eh bien, l'élément commun, c'est cette passion, cette curiosité pour ces pierres étranges en forme de coquillages ou de poissons qu'on découvrait en altitude, ces fameux fossiles d'animaux marins. Le jeune Léonard, en tant qu'artiste, a probablement été captivé par ces fossiles. La manière dont la nature, telle une artiste, semblait avoir sculpté dans la pierre des formes animales et végétales. Mais d'ailleurs, à l'époque, de nombreuses théories niaient l'origine organique des fossiles. En d'autres termes, que les fossiles soient des animaux fossilisés. Non, il y avait des théories qui se basaient sur une théorie disant que la nature était une artiste. Telle une artiste, elle créait, elle imitait des pierres, imitant justement ces formes animales dans une espèce de jeu de nature. D'ailleurs, c'est une théorie que Pline a déjà exposée dans son Lusus Naturae. D'autres théories attribuaient la formation des fossiles au hasard ou à des influences astrologiques, mais toutes réfutaient en bloc l'idée que les fossiles puissent être des corps d'animaux ayant réellement vécu. Léonard rejeta en bloc toutes ces théories qui continuèrent à se propager avec bonheur au XVIe et au XVIIe siècle, la fameuse époque d'or ou l'âge d'or des Wunderkammer, les fameux cabinets de curiosité. Il est fort probable cependant qu'au début, l'idée de la nature artiste, cette nature qui modèle comme un artiste, elle a probablement cette idée fasciné Léonard, ou à tout le moins elle aura attiré son attention sur les fossiles. Un texte de jeunesse commence par ce claire référence au jeu de la nature étant vague et prenant plaisir à créer la vie et la forme de manière continue. Et puis le texte se poursuit naturellement. Mais voyez, on a une allusion claire et explicite à la nature joueuse qui crée. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, une fois au moins, Léonard a réalisé des dessins de fossiles entremêlés à des motifs décoratifs pour de l'architecture. Regardez en haut à droite, ce sont des fossiles. Vous les reconnaissez, vous reconnaissez d'ailleurs, c'est une ammonite là, ça ressemble effectivement à une ammonite. Et puis à gauche, vous voyez qu'il y a un fossile qui est un petit peu plus complexe. Ce sont des traces fossiles, on vient de le découvrir d'ailleurs. Donc vous voyez, ce sont des dessins de fossiles, mais parmi ces dessins, vous voyez qu'il y a d'autres, des motifs décoratifs, mais qui se basent justement sur ce motif des coquillages, mais ce sont des motifs qui sont destinés à l'architecture. Donc vous voyez, il y a un petit peu cette espèce de confusion entre le jeu de l'art et le jeu de la nature. Bon, quoi qu'il en soit, je l'ai dit très tôt, Léonard va tenter de démontrer l'origine animale de ce qu'il appelle des pierres figurées, et que ces pierres figurées étaient des animaux ayant réellement vécu à une époque très lointaine, et pas des pierres ayant pris la forme d'animaux sous l'action d'une nature artiste ou d'influence astrologique. Tout comme Léonard va rejeter aussi la vision théologique, religieuse, qui expliquait que les fossiles marins n'étaient ni plus ni moins que les conséquences
l'expérience du déluge universel. Toutefois, ces connaissances artistiques et technologiques joueront un rôle véritablement essentiel dans son rejet de la théorie des pierres figurées et de la nature artistique. D'ailleurs, un modèle d'origine technologique va aider Léonard à reconstituer le processus de fossilisation et à prouver donc que les fossiles étaient véritablement des animaux. Regardez ce feuillet du Codex Leicester où Léonard débat de fossiles, de déluge universel, de théories astrologiques. Eh bien, ce feuillet renferme aussi un souvenir. Alors vous savez, il travaillait à Milan à la réalisation de cette fameuse statue équestre en bronze. Eh bien, alors que je travaillais à Milan, des paysans m'ont apporté, c'est Léonard qui l'écrit, un sac empli de fossiles marins. Cette association mnémonique entre les fossiles et le travail de fonte d'une statue en bronze n'est pas fortuite. Selon Léonard, le coquillage fossile se composait de 3 parties. Le coquillage, bien conservé ou moins bien conservé. La roche extérieure qui est creusée dans la forme du coquillage et ensuite le limon ou pétrifié à l'intérieur et qui reproduit la forme du coquillage, voyez-vous. Donc c'est une structure en 3 parties qui part du coquillage d'origine, voyez, et puis autour on a le moulage extérieur et puis on a l'empreinte intérieure. Eh bien, ces 3 parties ne sont quand même pas sans rappeler la structure en 3 corps que Léonard va créer pour fondre en bronze, ce fameux cheval qui était destiné au monument de Francesco Sforza à Milan. Donc c'était une structure qui comprenait ce modèle intérieur, le moule, et puis une espèce de chambre vide dans laquelle on allait couler le bronze. Alors vous voyez là, il représente ce cheval pour le monument en bronze, et vous voyez qu'il le coupe en plusieurs sections. Et vous voyez la partie extérieure qui est claire, vous voyez, cette partie-là, cette espèce qui est creuse. Et puis ce qui est assuré, vous voyez, eh bien là c'est justement cette espèce, ces cavités, ce creux dans lequel on va couler le bronze, et puis à l'intérieur vous avez le modèle initial. Donc vous voyez cette structure qui comprend 3 parties, un petit peu comme notre fossile, parce que à son avis c'était pour lui la structure des fossiles marins. Vous voyez, il y a là aussi ce parallèle. Donc ces connaissances technologiques l'aident finalement à comprendre le processus de fossilisation, vous voyez. Mais bon, une fois réfutées les théories des fossiles marins fruits du déluge universel, une fois réfutée la théorie des pierres figurées œuvre de la nature artiste, mais comment allait-il expliquer la présence des fossiles marins en altitude? Léonard conclut que, pour résoudre cette question, que la position réciproque des mers et de la terre ferme avait radicalement changé dans le temps. À savoir que la terre ne se trouvait plus dans l'état où Dieu l'avait créée. Voilà. La Terre avait changé de position par rapport à la création divine. Et pour expliquer la présence de fossiles marins en montagne, Léonard échafaude une théorie complexe de la Terre, qu'il exprime dans sa forme la plus aboutie dans le Code Leicester. Alors, il nie l'éternalisme aristotélicien, de l'idée d'une Terre inchangée, intacte, inamovible depuis l'époque de la création divine. Léonard pose le postulat de l'émergence à un certain moment de continents. Des continents surgis à une certaine époque d'une mer qui à l'origine recouvrait entièrement la Terre. Le phénomène qui, selon Léonard, aurait donné naissance aux continents, à cette émergence des continents, eh bien, elle est représentée de manière schématique sur ce dessin du Code Leicester. Selon Léonard, les viscères de la Terre renfermaient une importante masse d'eau. À un moment donné,
sous l'action d'érosion de cette masse d'eau, il y a un effondrement souterrain de proportions colossales qui s'est produit. Une masse énorme de terre souterraine, grande comme un continent, s'est détachée, est tombée de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud, alourdissant l'hémisphère sud, explique Léonard. Et pour que la Terre continue d'être le centre de gravité au centre du monde, au centre du cosmos, attention, on est quand même dans une époque pré-copernicienne, la Terre est au centre de l'univers, du monde, du cosmos. Et donc, pour que la Terre reste au centre de gravité, eh bien, dans le cosmos, il y a une masse équivalente de Terre qui va émerger de la mer dans l'hémisphère nord. Dans ce dessin, vous voyez, la masse de terre souterraine qui s'est effondrée vers le bas est représentée de manière schématique par ce H, cet arc assuré, esquissé dans la position de départ. Hein, où là, on va vers l'hémisphère sud. Bon, évidemment, c'est une coupe de la Terre, vous l'avez compris. Alors que les continents qui, juste après, ont émergé de l'hémisphère nord, sont représentés comme un croissant de lune. Vous voyez, on est là. Ce dessin représente donc simultanément et de manière dynamique l'avant et l'après. Alors, pour mettre au point cette théorie complexe, Léonard développe des axes de réflexion extrêmement complexes. Et d'ailleurs, tout ça est extrêmement bien représenté à l'exposition du Louvre. Donc, comme je vous disais, pour mettre au point cette théorie complexe, Léonard développe des axes de réflexion de philosophie naturelle d'époque classique, mais surtout médiévale. Mais il part également de certaines évidences, dont l'une d'elles semble liée à ces récentes découvertes géographiques. Et je vais vous expliquer le lien, justement, avec ces récentes découvertes géographiques. Alors, point de départ de la théorie de la Terre de Léonard, son point de départ, je vous l'ai dit, c'est le postulat de la présence de masses d'eau au centre de la Terre. Bon. Pour des raisons différentes, dans la philosophie naturelle de l'époque, le rapport eau-terre était invariable. C'était un rapport invariable. C'était 10-1. Eau-terre, 10-1. Donc, cette eau, qui était 10 fois plus importante que la Terre, on pensait qu'elle correspondait aux océans qui recouvraient la Terre. Et comme on le voit sur ce dessin, on voyait la Terre comme une toute petite sphère entourée par cette immense sphère d'eau qui correspondait aux océans. Regardez, vous voyez, voilà, ça c'est la Terre. Cette petite sphère, cette petite boule représente la Terre. Et donc, on voit qu'elle est complètement immergée pratiquement par cette sphère d'eau dans ce rapport de 10 à 1. Vous voyez qu'il recouvre tout ce qu'on appelle l'hémisphère méridional à l'époque. Et puis, on a la sphère de l'air et du feu. Donc oui, la Terre couvert d'eau, pratiquement dans son intégralité. Le Florentin Vespucci, Amerigo Vespucci, venait, à l'époque, on est vraiment à cette époque-là, dans ces années-là, venait d'apporter la démonstration que Christophe Colomb n'avait pas atteint les Indes, mais un continent dont on ignorait complètement l'existence. Un continent inconnu qui courait, qui s'étendait vers l'hémisphère sud et qui sera appelé Amérique. On parle de l'Amérique du Sud essentiellement. Donc cette découverte attestait que les océans étaient finalement beaucoup moins étendus et que finalement, il y avait plus de terre ferme qu'on ne le pensait à l'époque médiévale. Une terre ferme qui s'étendait justement vers l'hémisphère nord, qui, je viens de vous l'expliquer, dont on expliquait qu'il n'était occupé que par la mer au Moyen-Âge. Vers 1504, Amerigo Vespucci envoie des lettres relatant sa découverte. 1504, c'est une date qui se situe
situe à quelques années avant la rédaction du Codex Leicester. Léonard a commencé à rédiger le Codex Leicester vers 1506 et probablement jusqu'à 1508. La nouvelle de la découverte de Vespucci tombe, je le disais, vers 1504. Et vous voyez sur ce croquis où on voit qu'il date de la fin de 1490. Vous voyez, là, Léonard représente la Terre et l'eau, mais comme dans le dessin que je vous ai montré avant, l'hémisphère sud est recouvert d'eau. Et finalement, les montagnes, on n'en a que dans l'hémisphère nord. Les montagnes, on ne les voit que dans l'hémisphère nord. Donc, entre ce dessin, cette représentation de la Terre, 1490, et le destin tardif que vous voyez à droite, et que l'on retrouve dans le code Leicester, où Léonard représente les terres et les antipodes. Vous voyez, il y a les antipodes, il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Vous voyez, les terres elles courent vers le bas. Et donc, entre ces deux dessins, eh bien, c'est là que tombe, comme on dirait aujourd'hui, la nouvelle de la découverte en 1504, les découvertes donc d'Amerigo Vespucci. Là, cette représentation du code Leicester que nous voyons à droite pourrait donc être, alors elle n'est pas tout à fait précise, mais ça pourrait être l'une des premières représentations qui s'inspire des découvertes de Vespucci. Et je pense que ça doit être l'une des toutes premières représentations des Amériques. Nous l'avons vu, la découverte géographique de ce nouveau rapport mer-terre sera à l'origine de la théorie géologique de Léonard relative à l'émergence des continents qui est exposée dans le code Leicester. Alors, il y a un autre champ de l'activité, j'ai envie de dire protéiforme, de Léonard, de cette activité extrêmement prolifique de recherche. Eh bien, l'autre champ, c'est l'anatomie, sur laquelle il va bâtir d'ailleurs sa théorie de la Terre. Léonard transforme l'analogie, philosophie, théologie, de microcosme et de macrocosme, corps de l'homme, corps de la Terre, dans un outil concret de recherche scientifique, un outil conceptuel qui aura une importance essentielle dans son étude de la Terre. L'étude de la Terre, à l'époque de Léonard, était une matière extrêmement complexe, qui l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais à l'époque de Léonard, elle était particulièrement complexe. Mais quelle est la structure? Quelles sont les entrailles de notre planète? Léonard ne pouvait pas répondre à cette question par une dissection de la Terre, comme il l'avait fait pour le corps de l'homme ou le corps des animaux. Le cœur, les entrailles de la Terre étaient invisibles, tout comme l'histoire de la Terre ou les évolutions de la Terre, des phénomènes qu'il ne pouvait observer. Et c'est ici qu'entrent en jeu les connaissances anatomiques de Léonard, basées sur l'analogie microcosmique-macrocosmique. L'enseignement que Léonard avait pu tirer de ces dissections du corps animal, de la naissance et de l'évolution du corps animal ou du corps humain, eh bien, toutes ces recherches l'ont aidé à comprendre que ce qui ne pouvait pas être soumis à dissection et observé directement, c'est-à-dire les viscères de la Terre et les métamorphoses de la Terre dans le temps, eh bien, il va se baser sur l'anatomie pour essayer de comprendre. La plupart des dessins du code Leicester portent sur l'interaction dynamique entre l'eau et la Terre. L'eau est la cause des incessantes métamorphoses de la Terre, qu'elle érode, qu'elle dépose ailleurs. Regardez, toutes ces altérations, l'érosion des berges, des cours d'eau, les dépôts d'alluvions, et donc le résultat final de toutes ces modifications, l'érosion, le dépôt d'alluvions, le long des rivières, et bien tout ça modifie le cours d'une rivière qui se fait de plus en plus tortueux, de plus en plus sinueux, comme l'illustrent ces remarquables dessins. Ils sont absolument magnifiques. Et c'est ici qu'intervient cette fameuse analogie micro-macro-cosmique entre anatomie et géologie. À l'époque où il étudie dans le code Leicester l'érosion de l'eau et son action sur les cours d'eau et les rivières, Léonard réalise deux dissections très célèbres à l'hôpital
Santa Maria Nuova de Florence, la dissection du corps d'un homme centenaire, il était plus que centenaire, et celle d'un jeune enfant de 2 ans. Il découvre alors que les vaisseaux sanguins du vieil homme avaient les parois tapissées de matière et donc se bouchent et deviennent tortueuses, dit-elle. Deviennent tortueux ces vaisseaux, hein, c'est ce qu'on appelle l'artériosclérose. Donc, si vous voulez, dans les veines du corps humain, il semble se produire dans les veines du corps le même phénomène que ce qui se passe dans les cours d'eau, dit Léonard, tout d'abord rectilignes, et puis au cours du temps, ils deviennent de plus en plus sinueux, comme les vaisseaux humains. Alors, sur ces deux dessins, vous avez une des feuilles qui est en lien avec la dissection de ce centenaire. Vous voyez, il y a un vaisseau en ligne droite, rectiligne, un vaisseau sanguin, c'est celui du jeune. Et puis, vous avez le vaisseau de la personne âgée. Hein, vous voyez, ça c'est le jeune et c'est le plus âgé. Et à la même époque, dans un feuillet, sur un feuillet du code Lester, nous le voyez, là, vous le voyez à droite, vous voyez ce fleuve qui à l'origine était droit, rectiligne, et puis avec l'âge, avec ce phénomène d'érosion, il serpente de plus en plus au fil de ces méandres. La connexion entre ces études de deux domaines, de deux champs différents me semble évidente, frappée au coin du beau sens. Mais au-delà de cette étude ponctuelle des fleuves et des vaisseaux, c'est l'ensemble de la recherche anatomique de Léonard qui va exercer une influence profonde et déterminante sur ses études de la Terre. Comme nous l'avons vu, la dimension fondamentale de sa théorie de la Terre est sa lecture historique. La Terre, dans sa forme actuelle, selon Léonard, a une naissance qui n'est pas divine. Elle évoluera, c'est-à-dire qu'elle a une histoire, un début, des évolutions et une fin. De la même manière, la recherche anatomique de Léonard s'attache à comprendre la création du corps, l'évolution des formes anatomiques. On a parlé des dissections comparatives de cet homme très âgé et de cet enfant de 2 ans. Quelques années plus tard, nous sommes en 1509 à peu près, toujours dans les années de la rédaction du code Lester. Léonard va réaliser une série d'études embryologiques très célèbres. Et il étudie le développement du fœtus dans le liquide amniotique. Il étudie également la naissance de l'enfant qui quitte le liquide amniotique. Il étudie également l'équilibre statique, dynamique du fœtus dans le liquide, le poids relatif de la tête et du reste du corps, etc. Je pourrais entrer dans les détails, mais je n'ai pas le temps, malheureusement. Mais, si vous voulez, cette curiosité initiale du Léonard artiste, mais il existe, un lien conceptuel entre les études sur le développement du fœtus et la manière dont il quitte le liquide et la théorie contemporaine originale de l'émergence des continents du corps de la Terre. Donc, c'est-à-dire les continents qui sortent de la Terre, comme on l'a vu, étaient basés sur des concepts d'équilibre hydrodynamique entre la Terre et l'eau. C'est ce qui a été expliqué. Et donc, il crée ce lien entre le fœtus, la naissance de l'enfant et la naissance des continents. Cette curiosité initiale, comme je vous le disais, du Léonard, artiste pour les pierres figurées ou fossiles, débouchera sur sa théorie complexe de la Terre, étayée de ses solides connaissances d'anatomie. Donc, cette recherche géologique extrêmement complexe, qui trouve son apogée dans le code Lester, a-t-elle eu des répercussions sur la production artistique de ces années tardives et de quelle manière ? Il est possible, comme disons certaines théories l'ont affirmé, que certains résultats de la recherche géologique sur les couches, les formes, les types de roches, de cailloux, se soient reflétés dans les paysages peints par Léonard. Mais j'aimerais vous offrir une relecture un petit peu plus générale de l'évolution de la représentation du paysage dans la production artistique tardive de Léonard sous cet éclairage
ouvrage plus innovant et original basé sur les études de géologie, à savoir la conception de plus en plus globale de la création de la Terre, avec une naissance, des métamorphoses continuelles au cours du temps. Et deux éléments nous interpellent dans l'évolution de la production artistique de Léonard et surtout la production tardive, une conception de plus en plus vaste du paysage et une relation nouvelle entre paysage et figure humaine. Dans La Vierge à l'enfant avec Sainte-Anne du Louvre, une œuvre à la réalisation de laquelle Léonard travailla de 1503 à 1519, donc très long. Et ça, si vous voulez, ça couvre toute la période des recherches tardives de Léonard. Et bien là, vous voyez le paysage en arrière-plan, dans son immensité, dans sa majesté, qui semble le pendant artistique de la dimension globale de la théorie de la Terre développée dans le Codex Lester. Le paysage, regardez dans sa globalité, devient un objet de représentation propre dans la série tardive des déluges de Léonard, qui illustre la puissance terrifiante de la nature dans sa forme la plus globale. Des représentations d'une Terre dans un état de métamorphose violente, catastrophique, cataclysmique. Des dessins qui sont également la transposition, la métamorphose artistique du caractère dynamique, temporel, historique de l'histoire de la Terre de Léonard. Les déluges sont certainement des images de destruction, de sénescence, de vieillissement de la Terre. Mais j'éviterai toutefois d'associer au paysage tardif de Léonard l'image exclusive de la ruine, du cataclysme, de la destruction. La rovina, ce cataclysme, cette destruction dans l'art de la Renaissance est récurrent dans les paysages, l'adoration, les adorations, les naissances du Christ, avec des représentations de décadence, de destruction, de l'architecture classique érigée au rang de symbole d'une nouvelle ère du christianisme née sur les ruines du paganisme, comme l'atteste d'ailleurs cette œuvre de jeunesse de Léonard, l'adoration des mages. Mais si nous voulons essayer de lire les œuvres tardives de Léonard, justement à travers le prisme de sa théorie scientifique de la Terre, eh bien, nous devons à ce moment-là prendre en compte un élément plus novateur et plus fort de sa théorie, c'est-à-dire l'origine des continents, l'émergence des continents, suivie bien sûr par des phénomènes d'érosion et de sénescence, mais compensée par l'émergence de nouvelles terres, avec le même mécanisme que celui qui avait généré le soulèvement des premières terres à l'origine. En outre, comme nous l'avons vu, la théorie relative à l'émergence des continents était intimement liée aux études de Léonard sur la naissance, le développement et l'émergence du fœtus, du liquide utérin. La notion du temps, qui est fondamentale dans la recherche anatomique et géologique, eh bien, revient dans ce chef-d'œuvre artistique de la fin des années, dans la fameuse peinture du Louvre. On voit cette vieille Sainte-Anne qui est suivie par cette jeune Madone, cette jeune Vierge, et puis l'enfant, et puis ce jeune agneau qui, on le sait, symbolise le sacrifice futur, donc la fin, la mort du Christ, immolé comme un agneau. Toutefois, entre cette vieillesse relative de Sainte-Anne et l'idée d'une fin symbolisée par l'agneau, la figure centrale, la Vierge et l'enfant qui croisent leurs regards et qui parlent de jeunesse, de génération, de naissance. Eh bien, de la même manière, regardons le paysage. Ces procès d'érosion, de délitement, d'horizontalité lourde. On voit les couches, on voit les graviers au premier plan. Et, eh bien,
semble s'opposer à la verticalité des montagnes de l'arrière-plan, qui ressemblent à des gerbes de flèches, des gerbes d'aiguilles qui viennent d'émerger dans une phase de naissance et pas dans une phase d'érosion qu'on voit à l'avant-plan. En revanche, au-delà de ce lien avec le temps, l'âge de la Terre, l'âge de l'homme, eh bien, au-delà de tout cela qui est fondamental, mais essayons un petit peu de voir quel est le lien entre la figure humaine et le paysage. Dans la fin de la vie de Léonard, c'est problématique. Dans la Vierge à l'enfant du Louvre, il semble qu'il y ait une connexion qui va de pair avec cette distance entre les figures humaines représentées et très présentes au premier plan et le paysage qui est très lointain et qui semble infini dans le fond. Et l'une des théories de la Terre, une des pensées les plus profondes qui traversent la théorie de la Terre du Code de Lester, eh bien justement, c'est ce concept de distance, d'incommensurabilité dans la mesure du temps, entre le temps de l'homme et le temps de la nature. Léonard ne découvre pas le deep time, la profondeur du temps de la géologie moderne, les millions d'années que les géologues, à partir du 19e siècle, vont comprendre et ce qui va détrôner un petit peu l'idée ancrée finalement d'une durée du monde de quelques milliers d'années. Les géologues vont détrôner tout ça dès le 19e siècle. Mais Léonard ne découvre pas ce temps profond, ces millions d'années de la Terre, mais il l'entrevoit le problème. Quand pour la première fois, dans le Code Lester, il lit et regardez ces mots. Les choses étant plus anciennes que les lettres, il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui nous n'ayons aucun écrit de la présence des mers couvrant jadis d'énormes territoires autrefois. Et même si quelques écrits apparurent, les guerres, incendies, bouleversements linguistiques et politiques, inondations ont eu raison de ces phénomènes écrits et politiques d'antan. Mais nous nous satisfaisons des témoignages laissés par les fossiles marins, enfantés par les eaux salées retrouvées en altitude, en montagne. Selon Léonard, il n'y a pas de traces de ces bouleversements géologiques attestés par les fossiles dans les écrits humains. Pourquoi? Et c'est Léonard qui le dit, parce que les choses sont beaucoup plus antiques, beaucoup plus anciennes, c'est-à-dire les temps de la nature sont beaucoup plus vieux, beaucoup plus anciens que les hommes et les écrits des hommes. Au Louvre, il y a cette connexion qui semble aller de pair avec la métamorphose du temps. Et là où on a également cette distance entre les figures humaines qui sont très présentes au premier plan et le passage justement de chaînes montagneuses extrêmement vastes où on ne voit pas la présence de l'homme, une distance spatiale qui semble exprimer l'incommensurabilité temporelle entre les temps de l'homme et les temps de la nature, qui sont très bien exprimés dans ce passage du Code Lester que nous venons de lire. Alors Léonard expérimente également deux autres solutions opposées de ce rapport homme-nature, figure humaine, paysage, le Saint Jean-Baptiste, où le paysage disparaît complètement. Le paysage, l'incommensurabilité temporelle entre le corps de la Terre et le corps de l'homme, eh bien, se résout en une illusion totale du corps de la Terre. Il n'y a plus de paysage. Au contraire, dans les déluges qui ont été conçus à la fin de la vie de Léonard, il était à ce moment-là entre Rome et la France. Ce qui domine le paysage, eh bien, c'est la figure humaine qui se réduit à minima. Elle est présente, mais elle est à peine reconnaissable. Elle est comme, comment dire, aspirée par la globalité du, comment dire, de ce tourbillon de la nature et de ces temps tourbillonnants de la nature. Et c'est probablement ça, la vision définitive du Léonard tardif.
Vous voyez, dans le déluge, la figure humaine semble perdre ce rapport avec la recherche anatomique qui avait dominé la première partie de son œuvre. Mais c'est une perte qui n'est qu'apparence. Comme je l'ai dit, dans les déluges, la figure humaine semble se confondre, semble se diluer, se perdre dans ce jeu dynamique des éléments naturels, l'eau, l'air, la terre. Mais cela, c'est également l'aspect, à mon avis, le plus novateur de la recherche anatomique tardive de Léonard. Dans ses études sur le cœur, et voyez un exemple, l'attention est focalisée sur le mouvement du sang dans les cavités cardiaques plus que sur la morphologie du cœur. Nous nous sommes face à des formes anatomiques qui finalement se traduisent en fonction, comme dans les déluges, dans les Juluges, voyez, la figure humaine semble disparaître, elle semble s'effacer dans ce jeu dynamique des éléments naturels. J'en arrive à la fin de ma conférence. Il a écrit le Code Lester entre 1506 et 1509, mais si on se base également sur des manuscrits perdus de la début des années du XVIe siècle, eh bien, dans le Code Lester, Léonard résume et développe vraiment sa vision géologique, cosmologique, mais c'est également une ligne de partage des eaux pour mieux comprendre le développement de l'art de Léonard vers une vision de l'art après 1500 qui est de moins en moins anthropocentrique, moins centré sur l'homme. Les évolutions tardives de l'art de Léonard nous amènent aux antipodes de Michel-Ange. Regardez le déluge de Michel-Ange pour la Sixtine. Et là, à cette époque, Léonard, c'est à l'époque où Léonard commence sa série des dessins des déluges. Et bien, vous voyez qu'il y a peu d'allusions au paysage. Ce qui prévaut, c'est l'homme, la figure humaine. Ben, c'est clair que tout ça est en lien étroit avec la recherche anatomique de Michel-Ange sur les muscles du corps humain viril. La vision, en revanche, anthropocentrique de Michel-Ange représente finalement le point d'orgue, le point culminant de l'humanisme renaissant dans l'art. Mais Léonard va bien au-delà, puisqu'il se projette déjà vers l'avenir, vers le futur. Qu'est-ce qui se passe? Il pense déjà aux évolutions suivantes de l'art et de la science, qui prévoit une progressive perte de la centralité humaine. Le naturalisme du XVIIe siècle dans l'art donnera la nature morte des fruits, des fleurs, des animaux, et donnera à ces objets une dignité équivalente à la représentation de la figure humaine. Puis le paysagisme du XVIIIe siècle, le romantisme développera dans une dimension macroscopique cet même affranchissement de l'art, de la primauté de la figure humaine. Et puis dans les sciences, avec Copernic, avec Galilée, la Terre et donc l'homme vont perdre leur centralité dans l'univers, alors que Darwin fera, on le sait, voler en éclats de manière définitive l'arrogante centralité, l'arrogante altérité de l'homme par rapport à l'animal. Et si, en élargissant graduellement sa vision artistique et scientifique de l'homme au monde animal, du corps animal au corps de la Terre, à la nature dans sa globalité, eh bien, Léonard évolue dans cette direction. Et c'est peut-être là, plus que dans les aéroplanes ou l'automobile, mais c'est probablement là que réside la véritable modernité de Léonard. Je vous remercie de l'attention.